Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire sur l'expérimentation solution de réservation de repas en restauration collective. Bienvenue à tous. N'hésitez pas alors à vous présenter rapidement, peut-être en donnant votre fonction, éventuellement votre établissement, le nombre de convives que vous servez ou éventuellement le nombre d'établissements que vous gérez pour qu'on apprenne un peu mieux à vous connaître. Tout au long de la présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions. N'hésitez pas à le faire sur l'onglet vraiment dédié, donc en bas à droite, en cliquant sur poser une nouvelle question. Et si jamais une question que vous posez aussi a déjà été posée, vous pouvez voter en cliquant sur un petit icône. Et comme ça nous permet en fait de pouvoir prioriser les questions et les poser aux intervenantes pendant leur présentation. Donc voilà, privilégier plutôt les questions sur l'onglet questions et les présentations sur le chat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et sur l'onglet sondage, vous pourrez apercevoir quelquefois des questions qu'on va vous poser, donc qui permettra un peu de, pareil, situer vos attentes, comprendre un peu éventuellement vos difficultés et vos besoins. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de jouer le jeu de cette présentation dans le chat. On espère que vous nous entendez bien. Et si c'est le cas, et qu'on n'a plus de sujets un peu trop techniques, pratico-pratiques sur la plateforme, je propose que Maïwen, on commence. Oui, bonjour à tous. Alors en premier lieu, merci d'être aussi nombreux. Alors je vais rapidement me présenter. Moi, voilà, je suis chargée de mission donc contre le gaspillage alimentaire à la DGL au sein du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et donc voilà, c'est mon bureau qui a mis en place en fait l'expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective dont je vous parlais. Alors, cette expérimentation, donc dans un premier temps, en fait, l'idée c'est que je présente cette expérimentation de solutions de réservation de repas, que je vous présente brièvement également le point de situation de cette expérimentation au niveau national. Dans un second temps, en fait, on aura l'honneur en fait d'accueillir plusieurs retours d'expérience. Donc, il y aura Laurence Bourdet-Matisse, Guillaume Delceau, Delphine Véry, Elisabeth Massot du Jardin et Marc Sautel qui vont voilà, vous présenter un petit peu leur vision de la solution de réservation de repas en général. Et je leur remercie vraiment d'être présent aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, voilà, je vais vous présenter le contexte de l'élaboration de cette expérimentation. Alors, elle est prévue par l'article 256 de la loi Climat et Résilience. Donc là, vous avez une copie d'écran de l'article 256 de la loi qui est disponible sur Légifrance. Donc, le bureau de la politique de l'alimentation dont je fais partie a élaboré un décret qui précise en fait les modalités d'application de cet article 256. Il a été publié le 5 avril dernier au Journal officiel, donc vous pouvez le voir si vous voulez sur le Journal officiel. Alors, voilà, j'aimerais aussi vous présenter quelques éléments de contexte, on va dire, macroscopiques. Alors, ce qu'il faut, parce que vous avez, je pense, tous en tête, c'est que la lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un enjeu majeur, que ce soit en termes économiques, social, éthiques ou encore environnemental. Le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration collective représente quand même 8% du gaspillage alimentaire en France, selon l'étude de l'ADEME de 2020, ce qui représente un coût considérable qui est estimé quand même à 68 centimes par convive et par repas, ce qui est considérable sachant que 3,8 milliards de repas sont consommés par an. Donc la restauration collective, pour nous, ça constitue un levier pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il existe plusieurs pistes pour lutter contre le gaspillage alimentaire, incluant celle de la solution de réservation de repas dont on va parler aujourd'hui. Donc cette solution de réservation de repas correspond en fait aux besoins en restauration collective de prévoir le nombre de convives, besoin qui s'est notamment accru avec la systématisation, je vais y arriver, du télétravail et la réduction imprévisible du nombre d'usagers due à la pandémie. Donc je pense qu'il y a pas mal de participants qui se reconnaissent un peu dans cette phrase-là. Alors, là, on va aborder, entre guillemets, le vif du sujet. En quoi consiste cette expérimentation? Alors, l'objectif de l'expérimentation, c'est d'évaluer les effets de l'instauration de solutions de réservation de repas sur le gaspillage alimentaire
le taux de fréquentation et la satisfaction des usagers d'établissements de restauration collective. Plus précisément, elle s'adresse à un public précis, à savoir les gestionnaires volontaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Il faut aussi également avoir en tête que les établissements qui ont déjà mis en place une solution de réservation de repas peuvent participer à l'expérimentation. Au niveau du calendrier, donc l'expérimentation a été lancée depuis avril 2022, donc depuis la publication du décret, et les inscriptions et les candidatures sont possibles jusqu'en juillet 2023. Donc d'avril 2022 à décembre 2023, le projet expérimental au niveau national peut se déployer, sachant qu'en décembre 2023, c'est la date butoir de transmission des données. Donc là, l'expérimentation nationale s'arrête. Notre bureau sera en charge de remettre un rapport au Parlement pour le 22 février 2024. Donc d'où l'arrêt en fait de l'expérimentation en décembre 2023. Donc ici, vous avez un petit schéma en fait du déroulé de l'expérimentation nationale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est donc vous pouvez candidater d'avril 2022 jusqu'au 1er juillet 2023. Et donc voilà, l'expérimentation est close le 31 décembre 2023. Entre ces deux périodes, entre ces deux dates, en fait, l'expérimentation implique 3 périodes. Une première période d'évaluation, une seconde période d'évaluation et une troisième. Donc, à chaque fois, en fait, voilà, ce qui est précisé, c'est que la première période d'évaluation, voilà, vous aurez à transmettre des informations sur le gaspillage alimentaire et le taux de fréquentation. Et ce sera pareil pour la seconde période d'évaluation. Et enfin, à la troisième période d'évaluation, vous aurez en plus à transmettre l'évaluation de la satisfaction des usagers. Donc, voilà pour le calendrier. Donc, c'est une expérimentation qui se déroule sur une période assez restreinte. Donc, voilà, s'il y a des établissements qui sont intéressés, c'est le moment de se lancer. Donc, quels sont les attendus de cette expérimentation? Alors, pour candidater, il faut d'abord créer un compte sur Ma Cantine. Donc, je ne sais pas si tous les gestionnaires qui participent à ce webinaire savent ce qu'est la plateforme Ma Cantine, mais en tout cas, vous pouvez toujours vous renseigner en tapant Ma Cantine sur Internet. Et je pense que Jen, je ne sais pas si tu peux mettre le site sur le chat. Oui, j'envoie le lien sur le chat. Voilà. Ensuite, vous devrez renseigner un formulaire assez, on va dire, très facile à remplir avec les caractéristiques de votre établissement, la solution de réservation que vous avez mise en place. Vous devrez également sur le site vous engager à transmettre les données issues des évaluations du gaspillage alimentaire, du taux de fréquentation et de la satisfaction des usagers, le règlement que vous avez mis en vigueur en lien avec la solution de réservation, mais également les coûts et les gains qui sont liés à la mise en place du dispositif expérimental. Parce que voilà, mettre en place une solution de réservation, ça représente des coûts. Évaluer le gaspillage alimentaire, ça représente des coûts. Donc, l'idée de cette expérimentation, c'est aussi de préciser ses coûts et ses gains. Pour l'expérimentation, ce qu'il faudra également, c'est désigner un chargé du pilotage du projet. Ça peut être le gestionnaire, ça peut être le cuisinier, ça peut être pas mal de personnes qui sont en lien avec l'expérimentation. Il faudra aussi mettre en place un comité de pilotage du projet. Donc, ce comité, c'est un grand mot, mais ça peut regrouper simplement 2 personnes. Ça peut être le cuisinier, ça peut être un délégué de classe, ça peut être pas mal de personnes. Il faut bien sûr choisir et mettre en place une solution de réservation si l'établissement n'en dispose pas déjà d'une. Il faut également élaborer un règlement lié à la solution de réservation et communiquer auprès des usagers et du personnel. Bon, enfin, il faut organiser et mettre en œuvre le projet expérimental qui, comme j'ai expliqué, implique 3 périodes d'évaluation différentes à 2 mois d'intervalle, sachant que l'expérimentation est prévue pour 6 mois, je ne l'ai pas précisé, dans les différents établissements. Alors, un point important de cette évaluation, de cette expérimentation, c'est qu'elle permet d'évaluer le gaspillage alimentaire. Comment? Donc là, il faut savoir, l'idée, c'est qu'il y a un cahier des charges très précis pour la mesure du gaspillage alimentaire. La mesure du gaspillage alimentaire est basée sur la moyenne des pesées effectuées sur chaque période exprimée en grammes par convive et par jour, donc c'est très précis. Donc on mesure les pesées des excédents présentés aux convives et non servis, exprimés en grammes et par convive. Donc en fait, ces données-là, c'est celles qui sont présentes sur l'ADEME. Donc je pense que si vous avez déjà mesuré le gaspillage alimentaire au préalable, vous reconnaîtrez cette typologie-là.
Le second paramètre qui sera mesuré, ça sera en fait les pesées des restes des assiettes exprimées en grammes par convive, en précisant le ratio de la part non comestible rapportée à la part comestible. Donc là, il y a des guides assez explicites qui sont présents qui ont été élaborés par l'ADEME, mais qui sont très clairs à cet égard. Donc, lorsque les repas sont préparés sur place, donc sur les cuisines sur site, l'évaluation comporte également la mesure des excédents de préparation exprimés en grammes par convive. Donc, l'évaluation du taux de fréquentation, elle est réalisée assez simplement le nombre de convives qui sont présents à chaque période. Et la satisfaction des usagers, elle est évaluée au moyen d'une enquête de satisfaction, donc qui est assez, encore une fois, facile et rudimentaire. L'évaluation de la satisfaction, ça se base sur une notation de 1 à 5 étoiles avec en commentaire les motifs de cette notation. Par exemple, si c'est une étoile, justifier pourquoi il faut une étoile. Si c'est 5 étoiles, pourquoi les convives ont mis 5 étoiles. Donc, ça se veut en fait assez simple d'emploi parce que voilà, l'idée, c'est que les convives qui vont être amenés à remplir ce questionnaire, ça peut être aussi des maternelles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre la chose très simple. Alors, où trouver les informations et comment s'inscrire? Là encore, c'est une information assez importante. Donc là encore, c'est rendez-vous sur l'interface Ma Cantine qu'on a déjà cité juste avant. Donc là, il y a le site qui d'ailleurs qui n'est plus à jour parce que maintenant c'est agriculture.gouv l'adresse, si je ne me trompe pas, Jennifer. C'est bien ça. Après, sachez que je mets le lien sur le chat et de toute façon, il y a bien une redirection. Donc, même avec l'ancien lien beta.gouv.fr, vous pourrez atterrir sur la plateforme. Oui, parce que moi j'ai mis l'ancien, mais c'était tout récemment mis sur agriculture.gouv. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite erreur, désolée. Donc, par la suite, si vous n'avez pas de compte, en fait, il faut que vous créez votre compte. Vous allez sur la rubrique diagnostic, ajouter un diagnostic, et il faut cliquer sur la rubrique gaspillage et dons alimentaires. Donc là, c'est très rapide, mais je vais vous montrer par la suite en détail le chemin qu'il faut parcourir. Alors, si vous avez besoin d'aide au préalable, en fait, il y a Jennifer, justement, qui est présente aujourd'hui, qui a fait un petit tuto. Donc là, je vous ai mis l'adresse, en fait, du tuto pour que vous puissiez regarder comment manipuler, en fait, avec l'outil Ma Cantine. Donc, normalement, c'est assez simple d'emploi, mais c'est toujours agréable d'avoir un tuto au préalable pour voir un peu comment ça marche. Donc déjà, pour créer son compte sur Ma Cantine, donc là, c'est le site Ma Cantine qui est si vous tapez le lien qu'a mis Jennifer dans le chat, vous pouvez voir le site qui se présente de la façon suivante. Vous allez dans Créer votre compte. Et ensuite, il faut renseigner les informations demandées. Donc, par exemple, votre prénom, votre nom. Donc, c'est très, très facile de créer son compte, donc il ne faut pas hésiter. Par la suite, il faut donner un nom d'utilisateur, créer un mot de passe. Donc, là encore, c'est très simple d'emploi. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, il faut aller donc, dans la partie diagnostic, comme je viens de le dire. Ensuite, aller dans Ajouter un diagnostic, puis aller dans la rubrique Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons alimentaires. Et enfin, vous faites défiler vers le bas et vous avez l'espace dédié à l'expérimentation. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je préfère à chaque fois le préciser. Et c'est pour ça que Jennifer a fait une petite vidéo, un petit tuto exprès, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Donc là, lorsqu'on est sur le site de l'expérimentation, vous pouvez voir qu'il y a un guide pratique qui est téléchargeable, donc vous pouvez le télécharger comme vous voulez. Par la suite, si vous êtes volontaire et si vous souhaitez vous inscrire à l'expérimentation, vous pouvez renseigner les informations demandées. Donc, c'est quelques informations à remplir, comme je l'ai dit, au niveau du formulaire. Donc là, je vois pas très bien vu que l'écran est tout petit. Mais c'est vraiment quand est-ce que vous voulez lancer l'expérimentation? Est-ce que vous avez déjà mis en place ou non une solution de réservation? Quelles sont les caractéristiques de cette solution de réservation? Donc, tout ce que j'ai dit au préalable. Donc, c'est assez rapide à remplir, très franchement. Et vous avez aussi un espace où vous pouvez remplir les différentes données des différentes évaluations. Par exemple, à T0, vous pouvez remplir donc les mesures relatives au gaspillage, les mesures relatives au taux de fréquentation, et ça sera pareil pour T0 plus 3 mois et T0 plus 5 mois. Voilà. Sachant que je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le faire. C'est comme j'ai dit, l'expérimentation, c'est 6 mois minimum. Enfin, c'est 6 mois environ.
avec 3 périodes et on peut moduler en fait l'espacement entre les différentes périodes en fonction aussi des disponibilités et des possibilités. Par exemple, si on est une école et que ça tombe pile pendant les vacances scolaires, on se doute bien qu'on va pas faire l'évaluation pendant les vacances, donc on peut décaler d'une semaine ou deux, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc au niveau du guide d'accompagnement qui est disponible, normalement, il est assez clair. Il vous rappelle les éléments de contexte, les enjeux de la solution de réservation de repas, la présentation de l'expérimentation, l'explication de la démarche à suivre, le règlement, enfin l'importance du règlement, hein, parce que il est demandé de le préciser dans l'expérimentation et de le transmettre. Mais voilà, enfin, je pense que ceux qui l'ont mis en place le savent. Le règlement a vraiment une grosse importance. Il y a également voilà, une petite rubrique pour la méthodologie pour évaluer le gaspillage alimentaire parce que voilà, c'est assez ce qu'on demande, c'est assez précis. Donc l'idée c'est que tout le monde soit accompagné pour évaluer le gaspillage alimentaire. Il y a également une rubrique pour évaluer la satisfaction des convives. Donc là, c'est simplement le questionnaire et la façon dont les participants doivent traiter ce questionnaire. Il y a une méthodologie pour évaluer la fréquentation. Donc là, je pense que personne n'aura difficulté pour l'évaluer. Il y aura également une petite rubrique pour décrire les outils en appui, la communication autour de cette solution, autour de cette expérimentation et son importance, parce que voilà, l'idée c'est que les établissements communiquent à leurs convives le fait qu'ils participent à l'expérimentation. Et enfin, il y aura il y a un paragraphe également sur les modalités d'accompagnement. Donc voilà pour le guide. Donc là, je vais quand même vous présenter les avantages à s'engager dans le dispositif expérimental. Donc déjà, c'est que vous aurez l'opportunité en fait d'intégrer un dispositif expérimental d'envergure nationale. Vous pourrez intégrer la communauté Ma Cantine et être accompagné. Parce que voilà, Ma Cantine, c'est aussi une plateforme d'accompagnement. Vous pourrez adopter une démarche anti-gaspi, être outillé pour mettre en œuvre une évaluation du gaspillage alimentaire et potentiellement générer des économies parce que c'est voilà, l'idée c'est qu'on veut tester les effets de la solution de réservation de repas et ça va permettre potentiellement aux établissements qui sont inscrits de générer des économies. On l'espère. Nous, à l'heure actuelle, hein, pour le point de situation, on a 45 inscrits à l'expérimentation nationale. Donc, c'est un nombre assez conséquent parce que voilà, l'idée, c'est que normalement, les établissements qui souhaitent candidater ont candidaté voilà, autour de la rentrée. Là, on n'est que le 10 octobre, donc on imagine que le nombre d'inscrits va augmenter. Mais là, jusque-là, on est très satisfait du nombre d'inscrits. Donc, l'idée, c'est bien sûr de multiplier les établissements inscrits pour pouvoir ensuite avoir une diversité de solutions de réservation maximale. L'idée, c'est toujours d'avoir plusieurs établissements types en fait pour chaque catégorie et de pouvoir les comparer entre eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'essaimer l'expérimentation à l'ensemble du territoire et voilà afin d'avoir des données en fait robustes. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, on doit élaborer un rapport qu'on va transmettre au Parlement. Et plus on aura d'établissements, plus on aura données et plus finalement l'évaluation des effets de la solution de réservation sur le gaspillage sera robuste. Donc l'idée, c'est aussi de lancer une dynamique en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau de la restauration collective et c'est tout l'enjeu de cette expérimentation. Alors là, je vais clore un petit peu cette première partie de présentation pour ensuite embrayer sur les différents retours d'expérience. Alors, en conclusion, ce que j'aimerais préciser, c'est que la solution de réservation de repas, c'est potentiellement un outil en cette période de pandémie pour solutionner le problème de gaspillage alimentaire et pour générer des économies qui sont notamment mobilisables pour un approvisionnement en produits de qualité et durable prévu par la loi Egalim, je le rappelle, pour la restauration collective publique. Donc, l'enjeu de cette expérimentation, c'est bien d'évaluer objectivement le potentiel de la mise en œuvre d'une solution de réservation de repas en tant que levier pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, l'idée, ce serait bien d'évaluer différentes solutions de réservation de repas, de voir les avantages, les inconvénients pour pouvoir transmettre un rapport au Parlement qui soit le plus objectif et le plus complet, exhaustif possible. Donc, comme je l'ai dit, on va embrayer sur les retours d'expérience sur la mise en place de solutions de réservation de repas. Donc, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir accueillir. Donc, je vais peut-être les laisser se présenter, mais je vais voilà, simplement citer le nom et le prénom des différents intervenants. Donc, il y a Laurence Bourdet-Mathis qui s'est connectée. Guillaume Delceau, je suis pas sûre qu'il ait pu se connecter, donc on va peut-être voilà faire sans lui. Je pense qu'il a peut-être eu un imprévu, donc bon, c'est pas grave.
Il y a également Delphine Viry qui est présente, Elisabeth Massot du Jardin qui est présente, sans compter Marc Sautel. Donc là, je pense que dans un premier temps, l'idée, c'est de vous laisser vous présenter vous-même, parce qu'on ne se présente jamais mieux que par soi-même, hein. Donc, voilà, je vais commencer. Je pense que je vais, voilà, par ordre d'apparition dans mon écran, Delphine Viry, si vous voulez vous présenter. Ah, il y a le micro qui est coupé. Je ne sais pas si c'est moi qui dois le... Ah oui, c'est bon. Voilà, désolée. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Viry, je travaille au laboratoire Labocea. Labocea est un groupement d'intérêt public, laboratoire d'analyse, de conseil, d'expertise dans les domaines de l'eau, l'environnement, la santé animale et l'hygiène alimentaire. Et le service dans lequel je travaille est le service CEA, Conseil Expertise Alimentaire. Nous sommes une dizaine de consultants répartis sur le territoire breton. Moi, je suis basée à Quimper. Et donc, nous réalisons des missions de conseil en hygiène alimentaire et lutte contre le gaspillage ou contre les gaspillages, parce qu'il n'y a pas que le gaspillage alimentaire, c'est très d'actualité, il y a aussi le gaspillage énergétique. Nous avons le plaisir d'accompagner nos clients depuis 2015 dans la lutte contre le gaspillage en réalisant des diagnostics, des pesées, et nous co-construisons des plans d'action avec les établissements pour essayer de trouver ce qui bloque et ce qui fait gaspiller et ainsi limiter la casse et avoir moins de gaspillage et des convives satisfaits. Merci Delphine. Donc Elisabeth, si vous souhaitez vous présenter par la suite. Oui, bonjour, donc je suis Elisabeth Massot, responsable au service restauration de la ville de Meudon. Donc nous avons 21 écoles, 4 crèches collectives et halte garderie aussi, et aussi des clubs seniors. Et je suis diététicienne de formation, donc ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà un système de réservation depuis au moins 7 ans. Et voilà, ce n'est pas un nouveau système qu'on a mis en place pour cette expérimentation-là, mais je pourrais vous faire un retour sur notre expérience. Merci. Alors ensuite, j'ai Laurence qui apparaît. Oui, bonjour, je suis Laurence Bourdais-Mathis, je suis élue à la ville de Levallois en charge du scolaire et du périscolaire. Levallois, c'est entre 4000 et 4100 repas par jour. Notre système de réservation, il vient d'une réflexion et d'une volonté politique contre le gaspillage alimentaire. Il est plutôt récent, contrairement à la ville de Meudon. Il date de septembre là. Donc, je pourrais justement vous parler de pourquoi on est passé à ce système de réservation, parce qu'il y a toute une logique contre le gaspillage alimentaire qui a été mise en place, et puis de la volonté politique et de l'adhésion peut-être de ce système de réservation pour les collectivités où justement c'est tout nouveau. Voilà. Merci. Et enfin, Marc Sautel qui est présent. Ah, votre micro est coupé. Je pense que c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Il faut actionner en fait le micro. On vous voit, hein, par contre. Vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez faire un petit pouce si vous nous entendez bien? Je ne vois pas le pouce, moi. Je vous ai Les aléas du direct, excusez-moi. Oui, je vous ai envoyé une voilà. C'est bon là? Ah, on est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Excusez-moi de ce petit... Voilà. Donc oui, moi je suis Marc Sautel, donc j'ai été président de l'AGI, l'association de gestion pour l'éducation pour les lycées et collèges publics. Nous regroupons 7000 établissements, dont 5000 collèges et un peu plus de 2000 lycées. Actuellement, je suis conseiller auprès du président actuel parce que je suis retraité, mais je continue à travailler un peu dans le conseil et dans l'aide aux établissements. Donc, c'est sûr que... Et puis, alors, j'étais donc intendant du lycée Janson de Sailly à Paris, où on servait 3000 repas jour pour les lycéens, les collégiens, le midi, le soir et le matin. Donc, on avait déjà travaillé sur la réservation des repas
bien qu'il faut considérer pour les lycées et collèges qu'il y a deux méthodes. Il y a, premièrement, s'il y a un forfait, c'est-à-dire si les familles payent un forfait trimestriel ou si les familles payent au repas. Alors, notamment pour les collèges, pour certains lycées, c'est le forfait. Donc là, si vous voulez, la réservation de repas est moins intéressante en ce sens que les familles qui ont payé, en général, ils viennent, ils mangent, puisque le repas est payé pour un trimestre. Et puis, dans d'autres lycées, de plus en plus, ça se développe avec la demande des parents d'élèves, notamment en liaison avec les collectivités territoriales, notamment pour le lycée, où il y a le tarif au repas. Et donc là, la réservation des repas prend tout son sens. Et il est vrai qu'il y a plusieurs méthodes avec les logiciels comme ARD, Alice, TurboSense, plusieurs sociétés, si vous voulez, qui aident à la gestion de la restauration, ont mis en place soit des systèmes avec des bornes interactives où les élèves ou les parents d'élèves réservent le repas la veille ou le matin même, ou par smartphone, ce qui est encore mieux, ce qui permet, si vous voulez, dans ce cas-là, de savoir de faire connaître au chef de cuisine le nombre de repas qu'il aura à avoir donc le lendemain et préparer le nombre de repas correspondants. Oui, merci, donc, monsieur. Il y a des expérimentations en cours, on en reparlera. Ouais, on en reparle tout de suite, juste après. Justement, là, pour ceux qui ont déjà mis en place une solution de réservation, voilà, l'idée, c'est que j'aimerais avoir une description des caractéristiques. Là, il y a voilà, Jen, j'ai une icône qui s'affiche, mais en fait, c'était la seconde question. Là, c'est pas le bon moment pour le lancer. Je sais pas si on peut le mettre de côté. J'arrive pas à le faire basculer. Tu peux l'ignorer. On peut l'ignorer et le remettre après. Excusez-moi. Ah non, mais il n'y a pas de souci, c'est peut-être moi qui n'étais pas assez coordonnée là. J'en profite juste pour relayer les questions du chat. Caroline demande s'il existe une aide financière ou technique pour la mise en place d'une expérimentation. Alors, malheureusement, non, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire qui a été allouée à l'expérimentation, hein. C'est aux frais des établissements. Donc là, j'ai pas de réponse, on va dire, positive à vous accorder. J'en suis désolée. Tu avais parlé de 2 autres questions, donc je ne sais pas si on peut y répondre maintenant. Alors, j'ai malheureusement qu'une main. Mais du coup, j'étais en train de taper pour le second sondage. Il y avait une autre question à laquelle j'ai répondu par écrit, mais peut-être pour répondre à tous les participants. Je crois que c'était Yolène qui demandait si on pourra communiquer à tous les participants de l'expérimentation des données, enfin des infos sur notamment la représentation des différents départements dans ces... Ah oui, hein, ça serait justement très intéressant parce que l'idée de cette expérimentation, c'est aussi que voilà, les sites qui ont choisi d'intégrer le dispositif puissent voilà, réagir entre eux. Donc, une fois, on va dire que vraiment, je dirais, en début d'année prochaine, quand vraiment l'expérimentation arrivera à un stade un peu plus mûr, voilà, l'idée, ça sera pourquoi pas, de refaire un webinaire pour que tous les inscrits puissent justement parler entre eux et puis faire un peu un retour d'expérience et que nous, on puisse présenter en fait de toute façon une cartographie des sites, les caractéristiques des sites qui ont été inscrits. Moi, je trouve ça justement très intéressant comme suggestion et merci de le demander justement. Hein. Donc, oui, alors je peux peut-être revenir là où j'en étais. Donc voilà, l'idée de cette première question et de ce premier tour de table, ce serait de consulter en fait les différents intervenants sur la solution de réservation que vous avez mis en place. Et si, par exemple, pour Delphine Viry, qui n'a pas son propre titre d'établissement en tête, voilà, que vous puissiez, voilà, au moins partager votre vision sur cette solution de réservation. Idem pour Monsieur Sautel.
Moi, je suggère de faire dans le même ordre d'apparition que pour les présentations. Donc, Delphine, si vous voulez peut-être commencer. Alors effectivement, ce qu'on souligne très régulièrement dans les établissements qu'on accompagne, c'est la fameuse connaissance de l'effectif avant de se mettre à préparer le repas, qui est déterminante dans la lutte contre le gaspillage, puisque si on a un effectif fiable et sûr, c'est le rôle et le professionnalisme des équipes de cuisine, c'est de préparer en fonction de cet effectif, et du coup de mettre en œuvre uniquement les matières premières nécessaires et pas plus. Donc, c'est toujours et quasi systématiquement le premier point qu'on soulève, la connaissance précise des effectifs. Donc, évidemment, on ne voit forcément un côté positif sur l'idée de la réservation de repas, puisque si on connaît à l'avance, même la veille, ça permettra vraiment cette mise en œuvre exacte, en tout cas la plus précise possible. Alors, ça ne résoudra pas tout parce qu'on aura quand même l'acquisition et l'achat des matières premières, mais disons qu'on peut toujours reporter et faire autrement avec les matières premières en stock. Donc oui, pour nous, c'est la connaissance de l'effectif sûr et fiable. Même la veille nous semble être un des premiers leviers pour lutter contre le gaspillage afin de mettre en œuvre vraiment juste ce qu'on a besoin. Donc, Elisabeth, je ne sais pas si vous confirmez, vous voulez compléter, vous voulez... Voilà, n'hésitez pas à intervenir. C'est votre tour, entre guillemets. C'est mon tour. Donc, à Meudon, donc on a plusieurs années d'expérience avec une réservation via un portail famille à J-5. On était même à J-7 avant. À J-5, les familles réservent et donc à J-4, on peut communiquer les réservations à la cuisine centrale. Les cuisines centrales, souvent, font des préparations à J-2, J-1, c'est dans le meilleur des cas. Donc, pour nous, c'est incompressible d'avoir au moins à J-4 des effectifs. Ce qui nous semble bien curieux, parce qu'il y a pas mal de villes autour de Meudon qui laissent les familles réservées à J-1. Et du coup, je ne sais pas, j'arrive pas toujours à comprendre comment elles peuvent y arriver. En tout cas, pour Meudon, on a une adhésion pas toujours fiable des familles. Donc, une faible adhésion, par exemple à la rentrée scolaire, bien sûr. Donc, je parle bien de restauration en élémentaire. Donc, les maternelles et les élémentaires, pardon. Et du coup, comment dire, aussi en fin de mois, les familles ont oublié de réserver pour le mois d'après. Donc, en début de mois, on a de nouveau des chiffres qui ne sont pas bons. En rentrant de vacances, les familles ont un petit peu oublié de réserver. On est pareil. Donc, bien souvent, on arrive à la situation où c'est nous qui cherchons les meilleurs chiffres possibles pour être dans le vrai avec l'historique qu'on a, avec un petit peu sentir un peu si les enfants sont très malades ou pas. Et donc pour nous, la réservation, pour l'instant, avec une difficulté d'adhésion des familles, n'est pas très très bonne. On a 5 à 10% de différence. Quand on est bien, quand on a des semaines, des mois calmes, fiables, où les chiffres sont fiables, on redescend à 1% de différence entre ce que les familles ont réservé et ce qu'il vraiment fallait. Auprès de notre prestataire, on travaille en restauration avec une liaison froide, avec un prestataire en liaison froide, pardon. Et du coup, ils veulent au moins J-3. Alors bien sûr, ils commandent des choses longtemps d'avance. À 3 semaines avant, ils commandent leurs produits et ils affinent un petit peu. Mais vraiment, les chiffres J-4, c'est tout juste, quoi. Donc, les choses qui restent pour les cuisines centrales que je connais aux alentours, c'est pas toujours des cuisines centrales avec beaucoup de zones de réserve. Donc, s'ils ont des choses qui leur restent de repas antérieurs avec trop de reste à préparer, ils n'aiment pas du tout. Ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Donc, pour moi, la solution de la réservation, pour essayer de parler un peu de positif et d'avenir, c'est qu'il faudrait vraiment motiver, informer, sensibiliser les familles pour qu'elles nous aident dans cette tâche-là, parce que c'est pas assez fiable. Et donc, on arrive à une situation, soit on commande pas assez, et puis on va donner des repas de secours aux enfants, ça fait jamais plaisir, ou soit on commande trop, et après on est en train de chercher plein de solutions pour faire des dons alimentaires comme il faut, mais c'est très très difficile. Pour moi, on est vraiment loin d'une solution, en tout cas sur Meudon, d'avoir trouvé une solution qui nous satisfait. Donc, trop de repas perdus, trop de gâchis encore. Merci de le signaler parce que la solution de réservation, comme vous l'avez indiqué, ce n'est pas une solution miracle. Il faut être accompagné d'un gros plan de communication, de sensibilisation
Et je ne sais pas si Laurence Laurence, enfin, je vous invite, pardon, à, à réagir sur l'intervention d'Elisabeth. Alors, nous, on a un système qui date que de septembre, hein. On a commencé à se poser sérieusement les questions sur le gâchis en déjà optant sur le goût. C'est-à-dire qu'en partant, c'est pragmatique, mais si les enfants mangent, il n'y a pas de gâchis. Donc, on a mis en place plusieurs menus. Je fais juste une petite digression, mais c'est important de connaître tout le processus. On a mis en place plusieurs menus de façon à répondre aux nouveaux modes de consommation des enfants. C'est-à-dire qu'on a un menu sans viande, un menu sans porc et un menu du jour. Donc, les enfants s'inscrivent. Maintenant, on a eu ce problème-là lié au Covid, c'est-à-dire les parents, nous, on n'avait pas de système de réservation, et on a eu jusqu'à 750 repas jetés par jour. Il était hors de question de continuer ainsi. Donc, on a mis en place ce système de réservation en demandant justement une adhésion des représentants des parents d'élèves. On a continué aussi à l'élaboration des menus avec notre prestataire qui est Happy, en commission des menus avec les RPE, et on a aussi fait participer les enfants au menu en leur proposant de justement remonter ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils aimaient, de façon à aller au mieux vers les goûts tout en respectant le bien manger. C'est vraiment, honnêtement, c'est de la gestion ménagère, hein, qu'on a fait à Levallois, c'est-à-dire que voilà, enfin, comme une maman peut le faire, j'ai en tout cas essayé de faire comme ça. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, nous, notre système de réservation, il est au départ à l'année, c'est-à-dire qu'on a la possibilité aussi de s'inscrire dès le début de l'année. Par exemple, vous travaillez au 4-5e, vous ne travaillez pas le mercredi, eh bien écoutez, vous inscrivez vos enfants le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et sans aucune modification de votre part, ce sera le cas. Nos équipes se chargent en revanche, par exemple, sur tout ce qui est voyage scolaire dont on est informé. Donc, on va décocher nous-mêmes de façon à ce que les parents n'aient pas de double facture. En revanche, là où on est moins sympathique, le repas sera facturé si l'enfant ne vient pas, sauf certificat médical. Voilà, donc ça, on est un petit peu... Voilà. Mais ça nous permet aussi d'affiner au mieux le nombre de repas. Les parents ont peut-être aussi accédé à cette volonté-là, parce que c'est vrai qu'on va vraiment au plus proche des goûts des enfants. Vraiment, donc il y a vraiment 3 menus. Et donc, ce choix de menu ne nous autorise plus maintenant à ne pas faire de réservation. Je ne sais pas si j'essaye d'être concise, mais vous avez peut-être des questions. Non, mais voilà, vous m'aviez évoqué là, par téléphone, voilà, la création des commissions des menus, à la fois destinées aux délégués de classe, donc des écoles, mais également aux parents d'élèves pour sensibiliser sur la question de la réservation. Et moi, je voudrais attirer l'attention d'Elisabeth Massot du Jardin là-dessus, parce que je trouve que c'est un système qui est mis en place, qui est très intéressant justement pour travailler le plan de communication. Du coup, je n'ai pas parlé de ça parce que j'étais focalisée sur la réservation. Donc, une petite précision, à Meudon, on applique aussi un repas réservé. L'enfant n'est pas présent, la famille paye, sauf certificat médical. Et un repas non réservé, l'enfant est présent, la famille paye avec 50% de pénalité pour l'instant. Pour nous, on envisage de durcir un peu les pénalités pour que les parents réagissent un peu plus, participent un petit peu à cette gestion, parce que grâce à eux, on pourrait gérer beaucoup mieux. Par ailleurs, en tant que diététicienne, et j'ai fait beaucoup de prévention par ailleurs dans un autre poste, et on a la participation des parents d'élèves en commission de restauration. On leur fait déguster même les repas du pour que justement on soit dans le vrai, qu'ils puissent vraiment aussi juger du goût, etc. On travaille le goût, on a des repas sans viande, sans porc et standard aussi. Et là, ponctuellement, on a invité des enfants en commission de restauration, du coup. Et là, on est reparti sur un plan éducatif local qui est très fort, que du coup, notre élu a mené bon train. Et on va avoir des éco-délégués dans toutes les écoles. Et vraiment aussi, moi, j'essaye d'être la plus proche possible des remontées. Il y a beaucoup de changements de façon de manger, donc il faut toujours s'adapter au niveau des menus, c'est pas gagné. Et là, je suis en train de bagarrer pas mal pour que justement les repas sans viande, par notre prestataire Sogérès actuellement, soient beaucoup plus soignés. Parce qu'on a des visuels qui sont inadmissibles et les enfants mangent avec les yeux. Et quand ils voient un plat
qui n'est pas appétant, eh ben, c'est foutu, on va gâcher beaucoup ce jour-là. Donc voilà, ça on lutte contre le gâchis depuis, avec ces méthodes-là, qui sont complémentaires et pour moi indispensables aussi. Et le côté réservation, voilà, moi je suis encore en interrogation pour trouver le meilleur système, parce qu'il faut de la réservation, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Oui. Laurence, vous m'aviez évoqué que vraiment vous sensibilisez les parents d'élèves justement à l'occasion des commissions des menus. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire un petit retour d'expérience là-dessus. La commission des menus, elle est établie avec notre prestataire. C'est vrai qu'on a de la chance, on a un prestataire qui collabore énormément avec nous et c'est assez contraignant. Ça durait 3-4 heures. Maintenant qu'on a trouvé la solution de fonctionner, ça dure un petit peu moins de 2 heures. On a la liste des menus qui nous sont fournis par le prestataire sur une base qu'on élabore en fonction des saisons et avec les plats qu'on commence à savoir qu'ils fonctionnent bien, tout en respectant l'équilibre. Et on se réunit, donc il y a un délégué par école, et on se réunit et on fait menu par menu. Hein. C'est assez fastidieux. C'est-à-dire que c'est lundi, courgettes, brocoli, salade, fruits. Et les parents interagissent en disant la pomme c'est pas bien, ou alors par exemple ne serait-ce que sur des petits détails, on en a parlé ensemble sur les sans-dents entre guillemets, sans référence aucune politique, c'est-à-dire les enfants en maternelle ou en CP qui n'ont pas de dents, d'appareiller les cantines avec des appareils qui coupent les fruits, de façon à ce qu'ils puissent manger. Donc c'est vraiment chez nous, c'est vraiment du bon sens, quoi. On se réunit entre parents et on essaye de réfléchir et de faire que justement, un fruit qui n'est pas coupé, il ne sera pas mangé par les CP parce qu'ils n'ont pas de dents. C'est aussi pragmatique que ça. Donc on a acheté des coupes-pommes parce que c'est des fruits bio, donc autant manger la peau avec, mais autant aider aussi les petits édentés. Voilà. Donc cette commission, elle participe. On est quand on met des menus nouveaux, on a un retour d'expérience, c'est-à-dire que les parents sont invités à aller dans les cantines. Alors, je ne partage pas tout à fait l'avis de Meudon. Moi, ça m'intéresse très peu que les parents aiment ou pas. Je leur explique ça. Parce que peu importe si les parents aiment. Moi, l'intérêt, c'est que les enfants mangent. Voilà, c'est terrible, mais je suis assez ferme là-dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent trouver ça très, très bon. Mais si les assiettes sont renvoyées par les enfants, ce n'est pas dans notre intérêt. Donc, je les invite plus à aller sur place, aller dans les restaurants scolaires, à voir justement la présentation. Et ça, notre prestataire, il joue le jeu, effectivement, à voir les présentations et à voir si les enfants mangent ou pas. À la rigueur, quand je vais dans les restaurants scolaires manger, justement, je ne mange pas. Je vois les enfants, je leur demande si effectivement c'est assez salé, pas assez salé, qu'est-ce qui leur déplaît, qu'est-ce qui leur plaît, et puis quels sont les menus qui voudraient revenir. On a souvent pizza et hamburger, mais force est de constater que quand on interroge aussi les enfants en plus longuement, ils ont aussi, même assez jeunes, un esprit de bien manger et d'équilibrer un repas. Ça, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus envisager que les enfants ne mangent que des burgers et des chips. Quand on leur demande, à l'issue de cette commission des menus, on leur offre le choix d'un menu. Eh bien, à chaque fois, on est très surpris, mais le menu est très équilibré. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être la pizza, mais qui sera accompagnée d'une salade, d'une entrée avec des carottes et d'un yaourt ou d'un fruit. Enfin, voilà. Ils savent équilibrer d'eux-mêmes un menu et assez naturellement. Voilà. Merci. Alors, avant de faire intervenir Monsieur Sautel, moi, j'aimerais bien faire un petit point sur les questions assez nombreuses qui sont présentes sur l'onglet questions. Alors, tout d'abord, j'ai Bruno Ferraris qui pose la question suivante. Pourquoi Elisabeth affirme qu'il est nécessaire de passer par de la réservation? Donc, Elisabeth, si vous souhaitez répondre à la question. Comme disait la collègue Delphine, c'est qu'avec des chiffres en amont, les cuisines peuvent sortir les produits juste ce qu'il faut et éviter d'aller produire trop. Et si on manque, c'est très embêtant. Donc, on est tenté de produire un petit peu plus pour couvrir le besoin et puis on se retrouve avec des repas en trop.
Donc, bon, je n'ai pas fait une grosse étude là-dessus, mais c'est vrai que voilà, c'est anticipé pour pouvoir mieux gérer. Voilà. Moi, je vous rejoins tout à fait, hein. Ça permet d'anticiper, de prévoir le nombre de repas à l'avance et donc de ne pas gaspiller, de ne pas prévoir trop de repas ou même ne pas prévoir ne pas assez de repas. Donc, il y a Marilyn Huck qui nous pose une autre question. Les réservations peuvent-elles prendre en compte le choix ou non de consommer une composante du repas? Par exemple, ne pas consommer d'entrée ou de dessert. Alors, ça dépend des solutions de réservation. Alors, il existe vraiment des types de solutions de réservation. On peut choisir l'entrée, on peut choisir le plat, on peut choisir le dessert même. Mais voilà, j'aimerais consulter les différents intervenants sur cette possibilité. Donc, Delphine, hein, vous n'avez pas de façon d'établissement en tête précisément, mais est-ce que vous pouvez répondre plus ou moins à cette question? Ah oui, alors ce serait formidable et ce serait vraiment extra si on pouvait faire ça. Dans l'expérience que j'ai, là, je pense à un établissement particulier, donc des restaurations scolaires réparties dans une grande ville livrée par une cuisine centrale. Souvent, on essayait de voir s'il y avait une possibilité pour qu'ils commandent les repas par composante, parce que les équipes sur place ont une connaissance de la consommation des enfants et des habitudes des enfants. Et on sait très bien que sur un menu, il y a une entrée en particulier. Si on prend sur 100 élèves, 100 entrées, on sait d'avance pertinemment qu'il n'y aura que, je ne sais pas, 60 élèves qui vont en manger. Donc nous, on essaie de voir comment on pouvait faire pour 100 élèves, commander que 60 entrées, parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y en aura pas plus de manger. Donc là, c'était dans les discussions et on n'a jamais réussi à ce que ça aboutisse, parce que c'est trop compliqué d'un point de vue logistique et en termes de commande entre le client et la cuisine centrale. Mais ce serait formidable, parce qu'on sait d'avance ce que les enfants, vous l'avez très bien dit, Laurence, apprécient. On sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils vont manger. Et il y a des choses, ils ne vont pas les manger en quantité. Mais s'ils en mangent même un peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc oui, ce serait formidable si on pouvait arriver à un système de réservation par composante. Ouais. Si vous me permettez, pour l'entrée, on a supprimé quasiment, enfin on n'a pas supprimé quasiment, on a gardé que les entrées qui plaisaient aux enfants. On a 4 composantes menus et on s'est rendu compte qu'en réalité, ils mangeaient plus le fromage que les entrées. Donc sur les entrées, on a supprimé beaucoup d'entrées qui ne plaisaient pas aux enfants et qui ne fonctionnaient pas, parce qu'on sait pertinemment que ça va à la poubelle. Donc autant justement privilégier un bon plat qui plaît, un fromage, un dessert, enfin voilà, mettre un fruit, plutôt que de mettre une entrée qui ne conviendra pas. Ça fait partie de l'expertise justement de la commission des menus. Donc on réserve vraiment. Et ça fait là aussi de proposer que des entrées dont on sait que les enfants mangeront, même si je partageais absolument votre avis, votre point de vue, les entrées, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est ça aussi de la commission des menus, ça participe à ça, à se rendre compte qu'on va arrêter les entrées, privilégier un fruit plutôt en sortie de repas qu'une entrée qui ne fonctionnera pas. Voilà. Merci Elisabeth. J'invite également Laurence et Marc à réagir s'ils le souhaitent. Moi, je remarque, d'accord. Oui, peut-être un petit peu redéfinir un petit peu pour la réservation des repas. En fait, c'est plutôt complexe parce que vous avez les lycées, moi je parle pour les lycées et collèges, beaucoup de collèges notamment, ou les lycées avec des classes post-bac, utilisent le système du forfait. Donc là, on sait d'avance que la grande majorité des élèves qui ont payé le repas au forfait viendront prendre leur repas. Donc, le système de pré-réservation J-5, etc., n'est pas vraiment utile. Il est utile quand, en plus de ce système au forfait, il y a un système, notamment pour les lycéens, classe de seconde à terminale, c'est là où c'est le plus régulier. Il y a la consommation au ticket, c'est-à-dire au repas servi. Alors là, la réservation des repas prend tout son sens. Pour rejoindre Madame Huck tout à l'heure, sa question, c'est intéressant de voir si on peut aussi réserver par composante. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement le nombre de repas. Quand vous avez la plupart des établissements un système de self avec plusieurs composantes en entrée, plusieurs composantes en plat principal, plusieurs composantes en dessert,
Donc, même si vous savez que vous allez avoir 1000 ou 1200 repas à midi, vous ne savez pas automatiquement quelle est la répartition des composantes. Alors bon, en général, les chefs de cuisine, les gestionnaires, on arrive dans le cadre des commissions commissions de restauration, commissions de menu, qui sont mis en place dans beaucoup d'établissements avec les parents d'élèves, les élèves, les personnels de cuisine, etc., à voir un petit peu cette répartition et ce choix. Donc, quand il y a une bonne connaissance des élèves qui fréquentent la restauration, on arrive à peu près à satisfaire globalement ce que les élèves aiment. Mais la réservation à la composante est quelque chose d'intéressant, notamment pour les lycéens. Au collège, c'est différent parce que la plupart des collégiens prennent les repas lundi, mardi, jeudi, vendredi. La plupart du temps, ils restent entre midi et 2. Et le forfait marche plutôt bien. Là où il y a une vraie question pour la réservation des repas, c'est au niveau des classes de seconde, première, dans les lycées, où là, les élèves sont, ils viennent, ils mangent, ils ne mangent pas, en fonction de plusieurs éléments, notamment en avril-mai, on peut aller manger dehors, etc. Donc là, si vous voulez, ça prend tout son sens. Et de réserver au moins un jour à l'avance. Et si possible, par composante. Et il est évident que si vous avez 1000 repas et que vous faites 500 entrées de carottes râpées et puis 500 petites pizzas, les pizzas, ça va partir à 100% et les carottes râpées, elles resteront, disons, à beaucoup. Donc, vous voyez, ensuite, le gaspillage, il est fonction aussi de ce que vous avez préparé. Hein. Oui. Alors, bien sûr, on peut utiliser les cellules de refroidissement, on peut utiliser, disons, on a des techniques, mais quand même, la réservation par composante, je pense, c'est vraiment l'avenir, surtout avec le système maintenant, avec les smartphones, avec les QR codes, ça peut se faire facilement, si vous voulez. La veille, on peut très bien dire, voilà, le menu de demain, c'est ça, qu'est-ce qu'on choisit? Ça remonte au chef de cuisine qui pourra préparer au mieux le nombre de composantes pour chaque repas. Merci, monsieur. Alors, ce que je veux dire, il y a des expériences qui ont été menées. Nous, on les a menées là où j'étais depuis plus de 10 ans. Actuellement, je vais faire, suite à la réunion de cet après-midi, un article dans la revue Intendance qui est lu par 20 000 collègues et la plupart des chefs de cuisine, des gestionnaires de lycées et collèges, des chefs d'établissement, pour justement les sensibiliser à cette solution dans le cadre du gaspillage alimentaire. Merci. Alors, il y a Madame Spetz qui a, je ne sais pas si je prononce bien, qui a réagi aux propos d'Elisabeth et qui dit, mais en supprimant l'entrée, les enfants ne mangent plus de crudité. Donc, c'est le risque qu'elle soulève. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Pardonnez-moi, ce n'est pas Elisabeth, c'est Laurence. Pardon, il n'y a pas de Laurence, oui. Alors, je précise quand même, effectivement, on n'a pas supprimé les crudités qui fonctionnent. Il y en a toujours des entrées, mais au lieu de mettre des betteraves dont on sait que voilà, ça ne fonctionnera pas, ou bien sûr, il y a toujours des carottes râpées qui fonctionnent très bien, il y a toujours l'œuf mayonnaise qui fonctionne très bien, il y a toujours mais effectivement, les tomates, les concombres fonctionnent très bien, mais les concombres au mois d'octobre, novembre, ça va devenir compliqué, donc voilà. Les crudités, mis à part la carotte, effectivement, pendant l'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui plaisent aux enfants. Donc, on conserve les crudités qui plaisent aux enfants. Mais à choisir, d'abord, on n'a plus que 4 composantes. J'ai vu une question, un sujet, on n'en a pas 5, mais 4 chez nous. Et effectivement, on ne les supprime pas, on se focalise sur les crudités qui fonctionnent. Et qui fonctionnent en fonction de la saison. Parce que là aussi, ça fait partie de notre choix que de faire manger aux enfants des choses de saison. Alors, en fonction de la saison, il n'y a pas toujours des choses qui leur plaisent en entrée. Donc, on fait avec. Dalila va s'ouvrir de l'endive avec de la pomme. Au niveau pragmatique, on fait un peu ces choix-là aussi pour les menus. Et depuis 3 ans, dans notre cahier des charges, on a pris l'option de commander que 80% du grammage GMRCN, par exemple 80% des crudités, parce qu'on sait qu'il y a 20% qu'on va ajouter facilement.
Et les 80% de crudités, on les présente 50% en grammage classique GMRCN, donc dans des ramequins remplis classiques. Et les 50 autres pourcents qui nous restent, les denrées qui nous restent, on les répartit dans les 50% de grammage, de ramequins. Et du coup, ça fait des ramequins avec des petites quantités, comme on disait tout à l'heure, pour que l'enfant accède à goûter. Parce qu'on continue d'avoir espoir de leur apporter un petit peu d'éducation alimentaire. Du coup, il y a 50% de ramequins classiques. Celui qui aime les carottes, il prend. Alors, le 50%, il est très facile. Enfin, il est pour faciliter le calcul par nos agents, qui ne sont pas des grands mathématiciens. Donc, c'est pas toujours juste, c'est pas toujours. Et puis, on connaît, oui, les crudités qui fonctionnent. Et celles qui fonctionnent moins bien, on essaye de les proposer en petite quantité avec quelque chose qu'ils aimeront. Donc, les endives, on va mettre un peu d'endives avec des pommes. Comme ça, ils peuvent peut-être aller grignoter les pommes et goûter un peu l'endive. Le chou, pareil, on le présentera avec des pommes ou les crudités aussi avec de l'orange. Franchement, on essaye de tourner ça dans tous les sens pour que ils voient quand même que quelques crudités existent. En hiver, c'est très compliqué. En été, on a quand même le melon, la pastèque, les tomates et tout ça. Et voilà, donc ça, c'était un point que je voulais proposer. Et moi, dans le nouveau cahier des charges qu'on est en train d'écrire pour changement l'année prochaine, c'est que je voudrais passer les cuidités comme ça aussi. Donc, betterave rouge, tous les haricots verts cuits et tout ça. Et je me pose des questions aussi sur le pain. C'est-à-dire que quand il y a pizza au menu, je pense que vraiment, le pain, on devrait avoir une commande moindre. Parce que là, on va gâcher le pain. Même si le pain, on le récupère et puis on le sert au goûter des enfants pour ne pas le jeter. Le pain, bien sûr, qui n'a pas été touché. Voilà, on est aussi dans le côté, la recherche très pragmatique pour essayer de gâcher le moins possible. Ouais, merci. Alors moi, j'ai tout un tas de questions là, on est un peu en retard. Alors on va essayer d'y répondre assez rapidement pour pouvoir poursuivre dans l'ordre du jour là, de la table ronde. Alors il y a Marilyn Hu qui pose la question suivante. Dans l'évaluation, va-t-on tenir compte du fait que les convives soient captifs, écoliers ou collégiens, ou non captifs, lycéens? Donc oui, on va tenir compte justement de ça parce l'idée c'est que au moment où vous inscrivez, il faut que vous précisiez les caractéristiques de votre établissement parce que bien sûr l'idée d'avoir pas mal d'établissements, c'est de pouvoir comparer différentes catégories d'établissements entre elles. On ne pourra pas comparer, par exemple, un EHPAD avec un collège. Ça serait complètement insensé. Donc, l'idée, c'est de comparer les différents collèges entre eux avec les différents lycées entre eux pour qu'il y ait à peu près une même organisation et qu'il y ait un souci de comparabilité. Ensuite, j'ai une autre question de Marilyn Huck. Pour bien connaître les effectifs, il faudrait que l'administration, la vie scolaire, informe la restauration des absences des sorties. Avez-vous les uns et les autres des solutions pour leur donner envie? Parce que j'ai déjà eu au téléphone, en fait, pas mal d'intervenants qui disent que finalement, dans certains cas, les professeurs, les enseignants ne préviennent pas la restauration collective. Est-ce qu'il y aurait des solutions à envisager? Si vous pouvez, réagir là-dessus, je vous y invite. Il faut que ça soit dans la checklist de la personne qui organise la sortie, tout simplement. Faut que, au même titre que je vais réserver le car, je signale que j'ai 25 enfants qui déjeuneront pas. C'est une histoire de checklist pour moi, hein, c'est rien d'autre. Hein. Pardon, en général, ça marche pas si mal que ça. Nous, avec la vie scolaire, ça fonctionnait bien. On était toujours informés et le chef de cuisine était informé du nombre d'élèves qui étaient en voyage scolaire ou qui n'étaient pas là. Donc, globalement, ça fonctionne pas si mal que ça. Si c'est bien checké au départ, dans des réunions de direction, on cadre ça. Hein. Donc, ça devrait se faire. Nous, on rencontre un souci parce que les directeurs d'école ne sont pas toujours… ils sont submergés de travail et ils n'ont pas toujours le temps de nous faire remonter. Et c'est normalement l'enseignant qui doit remonter. Et au mois de mai, je fais un mail, on relance en disant prévenez-nous. Et on perd des 50 repas facilement parce que non, les enseignants, ils sont happés par tout ce qu'ils font. C'est pas dans leur checklist peut-être. Donc ça, c'est une bonne idée d'essayer de… Mais l'éducation nationale, c'est pas la mairie. Donc, on peut pas trop leur imposer des choses. Et des fois, c'est la mairie, ils s'en fichent un peu. Hein. Franchement, moi, je sens… Ils s'excusent après quand on leur fait remarquer qu'on a perdu quand même des repas. Mais il n'y a rien qui se passe pour eux. Et donc, la fois d'après, malheureusement, il y a quand même pas mal d'établissements qui oublient. Moi, mai-juin, c'est une hantise. Hein. Il faut peut-être le remonter en conseil d'école. Oui, mais franchement, notre élu, c'est pas la dernière à dire les choses. Et moi, je pense que l'idée de la checklist, là, leur donner un petit quelque chose… c'est intéressant. Pratique, le bus. Mais des fois, c'est des sorties sans car aussi. Donc, ils vont faire une grosse sortie dans la forêt d'à côté. Parce qu'on a une belle forêt à Meudon. Et voilà, ils n'ont pas besoin de checker rien du tout.
Et on ne peut pas décocher à la place des parents parce qu'on ne sait pas quels sont les enfants vont. Nous, on a des fois l'information en disant il y a 2 classes qui sortent. Ça nous fait peut-être une petite cinquantaine d'enfants. Et donc, on observe les réservations. On se dit tiens, ça a baissé. Bon, bah, ça a fonctionné un peu. Ah, ça n'a pas baissé. C'est nous qui baissons pour protéger un peu. Mais on prend des risques. Non, il faut encore trouver des solutions là-dessus. Pour moi, Mais là, je pense que dans le cadre des commissions de restauration ou commissions de menu, où il y a justement les représentants des parents d'élèves, des élèves, de la vie scolaire, de la direction, des personnels de cuisine, on doit arriver à faire des choses qui permettent que chacun soit informé en temps utile. En tout cas, c'est bien de le préciser que c'est pas forcément évident et qu'il y a toujours des difficultés de communication et de mise en place. Il y a Bruno Ferraris également qui rejoint un peu cette problématique et qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de mettre en place une solution de déréservation? Les familles qui savent que l'enfant ne mangera pas peuvent le dire à l'avance. C'est le cas à Levallois, jusqu'à 15 jours à l'avance. À Meudon aussi. On peut soit s'inscrire comme à Meudon, c'est-à-dire régulièrement 15 jours à l'avance, en one-shot, en disant voilà, bah là, cette semaine, je sais que je serai là tel jour, ou alors décocher. Pour la petite exemple, moi, je sais que mes enfants ne seront pas à l'école le 21 parce que je pars un peu plus tôt en vacances. Donc, j'ai décoché, il y a la semaine dernière, le 21 octobre, alors qu'ils sont inscrits pour toute l'année, du lundi au vendredi, sauf le mercredi. Voilà, typiquement, c'est ça le cas. À Meudon aussi, il y a moyen de décocher et on invite vraiment les parents à utiliser ça pour essayer de désengorger aussi les réfectoires qui sont trop remplis à notre goût. Il y a beaucoup de… Alors, juste un mot, en parallèle avec les réservations des repas, on peut voir aussi la manière de servir quand on a un self-service, où vous avez plusieurs choix d'entrée, plusieurs choix de plats principaux, etc. Quand la plupart du temps, les portions sont déjà préparées, c'est-à-dire que l'élève, il prend sa portion dans une assiette, etc. Et souvent, on s'aperçoit que là, il y a du gaspillage parce qu'il ne mange pas tout. Nous, on avait trouvé, notamment pour les élèves de disons le soir pour les élèves post-bac, et ça marchait très très bien. Et même, on l'a eu fait ensuite pour les lycéens et les collégiens, faire un buffet d'entrée ou un buffet de dessert. Et là, chaque élève choisissait. Donc, il prenait un œuf ou un peu de crudité, mais en fonction de ce qu'il allait manger. Et quand il se sert lui-même, en général, il ne prend pas plus que ce qu'il faut. Et là, on arrive à faire des économies substantielles. Merci Marc, oui, en effet. C'est intéressant. On a testé ça à Meudon en élémentaire. Ça ralentit le passage de l'enfant parce qu'il se sert lui-même, donc il y en a un petit peu partout. Les agents n'aiment pas trop parce qu'il y a beaucoup de nettoyage. Là, je parle plutôt pour les élèves plus grands. Oui. Mais en élémentaire, on a mis aussi un self qui rend autonome, comme on dit, en place dans une école nouvelle. Et c'est vrai que l'enfant, plus il est autonome, plus il est responsable et mieux il gère les quantités qu'il prend. Mais avec le Covid, on a été bousculé et il faut remettre ça en place. Mais quand même, si on a des saladiers présentés aux enfants, si les enfants ne mangent pas beaucoup, à la fin du service, on a quand même des saladiers qui restent. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de jouer aussi sur la partie commandée aux prestataires parce qu'on observe que pour les crudités, c'est compliqué. Et même pour le fromage, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais c'est une technique qui rend autonome et je pense que les enfants, vraiment, plus on les rend autonomes, mieux ils réagissent. Après, il y a l'accompagnement au service. Je pense aux plus petits, aux plus jeunes qui ne sont pas forcément en self et qui sont servis à table. Plus l'équipe a une connaissance du menu, que ça soit préparé sur place ou non, une connaissance affinée du menu en sachant exactement ce qu'il y a dedans, de quoi il s'agit, plus l'équipe va pouvoir vendre, entre guillemets, en tout cas bien présenter à l'enfant. Mais écoute, aujourd'hui, c'est ça. Je sais que tu n'aimes pas trop, mais tiens, je t'en mets un tout petit peu, tu vas tester. Mieux ça passe. Les enfants connaissent normalement de très près ces personnes qui les servent quotidiennement. Donc là, il y a aussi la manière dont on aborde le moment du repas. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de se former justement à ça, parce que c'est pas évident si on n'a pas toujours le bagage nécessaire. Donc ça, c'est important de déjà bien communiquer aux équipes. Qu'est-ce qu'on sert aujourd'hui, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a mis dedans.
Et puis là, on peut intégrer comme ça la notion de local, ça, c'est les patates qui poussent à côté. Enfin, on peut, dans la discussion, donner envie à l'enfant. Alors, Laurence disait tout à l'heure, si c'est bon, c'est pas gaspillé. C'est vrai. Mais après, il y a tout le cadre qui va avec. Et on est, nous, adultes aussi, si on est dans un cadre agréable pour manger, on va prendre du plaisir. Si c'est bien amené, bien présenté, bien servi, on va être bien, tout simplement, et on va avoir envie de manger. Et si on a bien le temps cuisiné. Et bien cuisiné. Nous, à Levallois, les enfants, je vous jure que c'est vrai, nous réclament des épinards. On y est arrivé. Et c'est vrai Oh, que mais quand les épinards, ça fonctionne bien. quand c'est bien cuisiné, ça marche. Enfin, Tout à fait. moi, j'ai plus d'enfants qui me disent c'est pas bon. Alors, il y a toujours à la marge, si vous voulez, il y aura toujours 10% de petites filles qui, de toute façon, mangeront rien du tout. C'est toujours les petites filles. Mais en réalité, maintenant, on arrive avec notre prestataire à proposer. On a trouvé justement le système qui fait qu'il mange des légumes et il les mange de bon appétit. C'est vrai qu'Happy est assez renommé là-dessus. Là, nous, avec le prestataire Sogeres et l'équipe de restauration de Melun, on est vraiment satisfait au niveau du goût. Donc, les légumes et les sauces aussi sont vraiment bien bonnes. Donc, quand on rentre dans le réfectoire et qu'on sent que ça sent bon la cuisine, on se dit, bon, ça va, c'est déjà la base. Absolument. Et il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. On a, après le Covid, on a tellement été bousculés, les équipes ont été éclatées, enfin, on a vécu des choses pas sympas au niveau de la restauration collective. Et du coup, l'année dernière, on a retravaillé avec tous les services concernés, entre autres les responsables et les référents animateurs, et on a créé un petit livret qui s'appelle Le plaisir de manger, dans lequel on redonne un petit peu les bases de pourquoi on met tout ça sur le plateau pour l'enfant, donc quelques bases nutritionnelles, en disant bien que manger, c'est pas que manger, c'est aussi le plaisir de partager, le plaisir, se faire plaisir, etc. Enfin, vraiment le côté psychosocial de l'acte alimentaire. Et on a redécliné un petit peu tous les outils que l'animateur ou l'encadrant a, donc le coupe-pomme, le couteau pour couper la viande pour aider l'enfant, la connaissance du menu, aller vers l'agent pour connaître les recettes, ce qu'il y a dedans. Donc, demander à l'animateur de un petit peu s'y connaître quand même. Et en troisième, qu'est-ce qu'on attend de l'animateur et qu'est-ce qu'on attend de l'enfant. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir parce que pour moi, c'est de nouveau une base de travail pour aller vers… Alors, on a déjà présenté ça en présentiel à toutes les équipes d'animation, donc les 21 équipes, dans les 12 équipes d'ASEM aussi, et puis bien sûr les agents de restauration. Et on repart sur ça pour cette année bientôt, là, pour faire des ateliers aussi bien pour les adultes, puisque les animateurs, ils sont très peu formés. C'est vraiment du personnel très mobile. Donc, ce petit livret, il est donné à chaque fois qu'on embauche un nouvel animateur. Et ceux qui sont maintenant contractualisés ou avec un CDI ou fonctionnaires, les animateurs de base, on essaye de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils passent la bonne parole dans leurs équipes et que les équipes vont passer la bonne parole auprès des enfants. Moi, je veux bien, si c'est possible, bénéficier de ce livret. Voilà, c'est très intéressant. Je trouve que justement, ça participe. Mais si, c'est vrai, ça participe. Je trouve ça très intéressant. Pour moi, c'était on renaît de nos cendres parce qu'avec le Covid, on a perdu plein de confiance entre les équipes, de connaissances. Les animateurs, on leur a fait faire des repas individuels infâmes. Ils ont géré des flux d'enfants, mais ils n'étaient plus auprès de l'enfant. Ça a été comme ça, il fallait, bref. Mais j'ai l'impression de redémarrer et moi, je voulais que chacun ait un outil commun, que je m'entende bien avec l'équipe d'animation, l'équipe des ASEM, enfin les responsables de ces groupes-là. Et du coup, voilà, je veux bien le mettre, je pense qu'il n'y a aucun souci pour le partager. Et c'est notre travail et pour moi, c'est un point de départ. Donc, j'ai bien dit aussi, quand on l'a présenté, qu'il était perfectible. Non, mais justement, c'est une très bonne base de travail. Non, c'est très intéressant. Ça fait partie des outils, oui, d'utiliser quand même un petit peu de communication écrite, même si on veut limiter le papier. C'est ce que nous sommes en train de faire. On participe au projet Cool Food Pro, qui est un projet Interreg, un projet européen, pour lequel on aide donc à limiter le gaspillage dans les établissements qui sont parmi les établissements pilotes, en calculant automatiquement les gains CO2. C'est-à-dire, on pèse les déchets, on fait le travail sur le gaspillage et l'outil Cool Food Pro leur permet, en rentrant
la quantité de déchets, d'avoir le chiffre du gain CO2 obtenu en diminuant le gaspillage. Et du coup, on a créé justement un guide à cette occasion-là pour diffuser les outils et les éléments, les leviers qu'on peut actionner, mais la communication auprès des équipes est évidemment parmi ces fiches. Ouais. C'est Parce que, intéressant aussi. voilà, avec la mise en place de systèmes de solutions de réservation, parce que le sujet, il est quand même là cet après-midi. Donc, réservation des repas, quand ça existe, et après la mise en place d'un système comme celui-là, les établissements ont vu qu'ils ont réussi à faire une économie de 20 à 30% sur les containers de repas jetés, enfin de produits jetés. Ça joue aussi sur le montant de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, sur le nombre de containers utilisés. Et 30% d'économie, c'est non négligeable. Et non négligeable aussi, si on arrive à faire 30% d'économie sur le gaspillage, ça permet de mieux répondre à la loi Egalim. Si on fait 20 centimes d'économie par repas, ces 20 centimes, on peut les mettre dans le bio, dans les produits labellisés ou autres. Donc, si vous voulez, c'est tout un système vertueux qui peut être mis en place en mettant une solution de réservation des repas efficace, notamment au niveau des composantes, et bien en amont de la date de la prise de repas. D'ailleurs, il y a Bruno Ferraris qui pose une question. Sait-on lequel des deux types, forfait ou au repas, génère davantage de gaspillage? Est-ce que selon vous, il y aurait des modalités de réservation qui généraient plus ou moins de gaspillage? Enfin, moi, j'ai mis un premier élément de réponse. Ça dépend aussi des catégories d'établissements qui sont visées. Mais voilà, je vous invite à réagir sur cette question. Sur les systèmes à forfait, dans les familles, les familles ont payé le repas, à 95%, ils viennent. Ça dépend des villes, ça dépend. Non, je parle au niveau des collèges et lycées, si vous voulez. Alors, c'est vrai que peut-être… Voilà. J'ai un collègue… Pardon. Allez-y, Elisabeth. Je voulais dire que j'ai un collègue récemment qui nous disait que, je pense que c'est à Le Chesnay, à côté de Versailles, qui disait que en élémentaire, en maternelle et élémentaire, les familles payaient d'avance, par exemple, un trimestre ou une année. Et je pensais que ce n'était pas faisable au niveau de la restauration scolaire à notre niveau. Et moi, j'aimerais bien reproposer ça à ma direction ici, parce qu'on écrit le nouveau cahier des charges, donc on peut un petit peu chercher des solutions. Et peut-être, oui, inciter les parents à réserver d'avance, à payer d'avance. Et une fois que c'est payé, peut-être ils s'y tiendraient un peu plus et pouvoir décocher, bien sûr, pour que… Oui. Mais il est évident que… financement, donc je ne savais pas que c'était faisable. Ouais, ça pallierait votre problème, de toute façon, à chaque fois aux vacances scolaires, aux jours fériés, il y a des problèmes de manque de réservation. Si c'est sur un trimestre ou sur une année, ça résout le problème. Actuellement, les familles peuvent réserver entre deux vacances, peuvent réserver toute l'année. Et ça c'est marqué tout le temps sur le portail famille, c'est marqué. Mais alors, bien sûr, les familles, maintenant, avec le télétravail, avec des changements un petit peu de façon de travailler, c'est plus des rythmes réguliers. Donc, s'ils achètent d'avance des repas et qu'ils oublient de décocher, ils vont avoir peur de perdre de l'argent. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de pousser aussi l'enquête auprès des familles. Mais je crois que là, si vous voulez, pour ceux les établissements qui sont au forfait, ou qui proposent le forfait, il est évident que ça revient moins cher aux familles. Si vous faites le nombre de repas servis durant un trimestre, admettons que ça vous revienne à 3 € le repas pour la famille. Quand on fait le système à la vente au ticket, le prix va être plus élevé, autour de 3,50 €, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il faut voir cet ensemble des choses, si vous voulez. D'ailleurs, il y a Amélie Passos qui fait une remarque et une question en même temps. Le choix de réservation de la veille ou même environ 5 jours à l'avance ne fonctionne-t-il pas qu'avec des produits surgelés comme de la viande et des légumes? Parce que voilà, Elisabeth, vous avez évoqué le fait que c'était une réservation à J-5 ou J-15, je ne me rappelle plus. J-5. Oui. Donc, du coup, à J-4, on a les chiffres pour les remonter en restauration collective, à la centrale, du coup.
Et on n'a que de la viande fraîche et des produits, des légumes surgelés, mais aussi des patates, pommes de terre fraîches, des crudités crues râpées fraîches sur la cuisine centrale. Donc non, la cuisine centrale ne fonctionne pas qu'avec du surgelé. Ils font une précommande. Ils nous disent qu'à 3 semaines d'avance, ils ont déjà précommandé parce qu'ils anticipent les besoins. Et puis au dernier moment, ils affinent et ils sortent de leur réserve. Mais vraiment, le J-1, c'est trop tard. De toute façon, en ce moment, on a une partie de la production qui est cuisinée à J-1 pour les crèches et J-2 pour les scolaires. Actuellement, sur la cuisine centrale. On sait que les cuisines centrales, elles peuvent faire du J-3. Bien sûr, pour une cuisine déléguée en liaison froide. Quand c'est sur place, c'est encore une autre histoire. Donc, ce n'est pas les mêmes contraintes. Sur place, on peut, le J-1, c'est possible quand on fabrique sur place, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Ouais. Après, j'aimerais rebondir sur l'implication des enfants, puisqu'on parle essentiellement des enfants. Pour ceux qui vont tenter l'expérimentation, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, faire participer les enfants et les élèves aux premières pesées, aux toutes premières pesées, même s'ils ne pèsent pas, mais qu'ils aient un visuel sur la quantité de déchets que représente un repas. Rien que de leur dire, vous venez à telle heure, on aura aller-retour d'assiette et on aura pesé. Rien que de mettre ça sous les yeux des enfants, tous réunis là autour des poubelles ou autour des plats pesés ou autour de la balance, ça a un impact extraordinaire parce qu'ils voient de leurs yeux d'enfants les quantités que ça représente. Alors déjà, avec leurs yeux d'enfants, ils ne s'imaginent pas qu'on ait autant de quantités, autant de matières mises en œuvre. Mais là, de voir ce qui a été jeté parce que ça n'a pas été consommé, c'est les meilleurs relais auprès de leurs parents pour les sensibiliser à la réservation du repas. Donc, il faut vraiment impliquer les enfants dès le début de l'expérimentation et dès les premières pesées parce qu'ils ont vraiment un œil et après, ils vont retranscrire tout ça, même en classe, pas que auprès de leurs parents, quoi. Je pense que c'est un relais formidable. On peut compter sur les enfants pour être très actifs et comprendre de quoi il s'agit, en fait. Pourquoi on fait tout ça? C'est bien pour eux. Oui, alors là, j'aimerais rebondir parce que ça marche pas que sur les enfants, à vrai dire. Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai fait une thèse dont je travaillais dans un laboratoire avant et le restaurant d'entreprise a mis en place un gâchimètre à pain qui était visuel. Et en fait, on voyait qu'au fur et à mesure qu'il y avait finalement une quantité énorme de pain qui était jeté. Au fur et à mesure, au bout de 2 mois, le gaspillage alimentaire de pain était diminué par 4. Donc, c'est efficace, non seulement chez les enfants, mais aussi chez les plus grands. Hein. Donc, mais merci en tout cas pour ce commentaire. J'ai une autre question de Charles Dallandre. Donc, j'espère que je prononce bien, mais après, j'aimerais enchaîner sur les différents points que je voulais aborder parce qu'il est déjà 15h49, on est en retard. Donc, parmi celles et ceux qui auraient déjà expérimenté la réservation avec le choix du plat ou la composante, comment sait-on ce que l'on doit servir à l'enfant au moment du service? Quel système informatique propose cela? En effet, c'est intéressant comme question parce que parce que l'enfant peut changer d'avis au dernier moment. Comment les cuisiniers, comment les agents de restauration qui servent les plats savent quel enfant a réservé quel repas? Ils ont des tickets, chez nous, à l'entrée que les animateurs connaissent. Donc, le système informatique, c'est nos animateurs. Donc, l'enfant arrive, on lui donne le ticket qui correspond à la réservation. Et d'ailleurs, la réservation, elle n'est pas modifiable d'une année sur l'autre aussi. Hein. C'est-à-dire que, si vous avez choisi un menu végétarien, c'est végétarien toute l'année. Parce qu'effectivement, vous avez raison et la question est bonne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui, finalement, le jour du burger, mangeaient de la viande. Hein. Donc, on avait à la fin du repas des enfants qui, normalement, devaient avoir de la viande, qui râlaient parce qu'ils avaient du poisson. Et donc, on avait effectivement des hamburger gate. Et donc, il a fallu se prémunir de petits tickets pour bien… Ah ouais, non. J'ai eu des week-ends très sympathiques quand c'était le vendredi, le hamburger. Donc, c'est des petits tickets que l'animateur donne à l'entrée. Et voilà. Et donc, ils savent le menu qui doit être donné à l'enfant. Alors, vous avez aussi de plus en plus maintenant les sociétés qui proposent des logiciels de restauration. Dans les lycées et collèges, on en a plusieurs, TurboSelf, la R&D, Alice, etc. Enfin, il y en a d'autres encore. Hein, et qui proposent donc des solutions soit de réservation, soit ensuite de gestion des repas et
gestion des stocks, etc. Et ça marche pas mal, notamment pour la réservation des repas avec le système de smartphone, avec la reconnaissance faciale, avec les QR codes. Et donc, si vous voulez, maintenant, les moyens sont quand même au point pour savoir à peu près les composantes qui doivent être préparées. Ouais. Merci pour ce complément d'information. Je pense que ça sera très utile pour celui qui a posé la question, aussi pour tous les participants. Moi, j'aimerais revenir sur la question de votre vision sur l'efficacité de la solution de réservation de repas contre le gaspillage alimentaire. Enfin, là, j'ai bien entendu la réponse de Delphine. Hein. Pour Delphine, c'est bien le levier essentiel de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je ne sais pas si voilà, certains intervenants veulent réagir sur cette question rapidement, parce que voilà, l'idée, c'est qu'on embraye ensuite sur les autres questions. Je pense que c'est un des leviers. C'est un des leviers et qu'il est de toute façon indispensable si justement on veut pouvoir, si plus on a de menus, plus on veut s'adapter au goût des enfants, plus il est indispensable. Donc ça va de pair, c'est-à-dire qu'il est à la fois indispensable, corrélé, voilà, il n'y a pas d'autre moyen pour moi que de passer par la réservation. Voilà, donc c'est un facteur parmi d'autres. Hein. Vous avez évoqué le cadre, la sensibilisation, la qualité des menus. Moi, voilà, j'ai eu un autre retour d'expérience qui m'a dit que le temps est alloué pour manger également important, parce que certains élèves, notamment je pense aux collégiens, n'ont pas forcément le temps en fait de bien manger, ils gaspillent plus. Je ne sais pas si Monsieur Sautel, vous rejoignez ces propos ou pas du tout. Globalement, si vous voulez, on s'aperçoit que les collégiens ou lycéens, ils prennent entre 15 et 25 minutes pour le temps du repas. Alors, ils ont en général, globalement, 1 heure de temps, si vous voulez. Alors, il y a bien sûr la queue à l'accès au self, et puis ensuite le temps du repas. Je pense qu'avec 20-25 minutes, c'est quand même convenable. Bien sûr, le mieux, ça serait 1 demi-heure. Hein, c'est ce que Et moi, je me souviens d'avoir été au collège et avoir même pas 2 minutes pour manger. Hein. C'est pour dire. Ouais, normalement, enfin, moi, on avait quand même plus de temps que ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie d'un ensemble qui doit être vu en commission de restauration. Oui. Mais moi, je crois beaucoup à ces commissions de restauration. Je me souviens que quand j'étais en fonction encore, donc on faisait venir des fois les parents d'élèves, quelques élèves qui étaient membres de la commission, et venir assister à la totalité d'un repas, depuis le travail des cuisiniers jusque le travail à la plonge, c'est-à-dire quand le retour des plateaux, et on s'apercevait là de l'importance de certains déchets. Et les élèves étaient quand même sidérés de voir le nombre de tartines de pain, de produits jetés, non consommés. Et je crois que ça peut jouer d'une manière assez intéressante, ça, sur ce côté. La visite des cuisines, c'est nous ce qu'on propose pour ceux qui font sur place, de faire visiter, par exemple, dans un collège, on prend les 6e à tour de rôle et on leur fait visiter la cuisine, parce qu'ils n'ont pas conscience que une cuisine de collectivité, c'est organisé comme ça. Il faut commander à l'avance, c'est pas la viande, on la reçoit pas comme ça. Donc la visite des cuisines, c'est un outil exceptionnel, et ça permet aux enfants de mettre une image sur le repas, l'assiette, le plateau qu'ils vont prendre devant. Moi, je serais très intéressée par une vidéo pour mettre en parallèle aussi. On l'avait fait de façon très artisanale avant avec des photos. Ce que c'est la cuisine à la maison, ce que c'est la cuisine en cuisine collective, pour montrer que on va râper des kilos et des kilos de carottes, alors qu'à la maison, on va râper 1 kilo seulement. Les outils, les marmites, les sauteuses, etc. Essayer de mettre en parallèle ces photos-là. Et puis déjà, parce que quand on l'avait fait de façon très artisanale avec un animateur qui était motivé et puis une société de restauration qui nous avait aidés, ça avait été super intéressant. Les enfants avaient vraiment posé des questions et ils s'étaient rendus compte que ce n'est pas le même outil qu'à la maison et on n'a pas toujours le temps de déplacer les enfants dans les cuisines centrales qui sont à 1 heure d'ici. Les cuisines centrales sont toutes petites, elles sont pas tout à fait faites pour recevoir des enfants, donc c'est quelques enfants seulement. Et je voulais intervenir sur une chose, c'est, on en a parlé avant, commission de restauration, mince. Ah oui, je voulais dire qu'on avait fait l'année dernière
ça fait 2 années de suite, une enquête de satisfaction directe auprès des enfants, sur tous les enfants d'élémentaire. Et la première nuisance, c'était le bruit pour eux. Donc, le bruit, je m'y attelle autant que je peux, mais c'est technique, C'est pas évident, hein. c'est pas évident du tout. Et donc là, je suis en contact avec une société qui propose un outil et puis toute une petite formation, prise de enregistrement du nombre de décibels avant, action et nombre de décibels après avec un petit objet qui est visuel. Donc, c'est pas un coup de sifflet ou je sais pas quoi. Et l'enfant voit que si c'est orange, ça veut dire que le bruit monte un peu beaucoup par rapport au paramétrage qu'on aurait choisi nous-mêmes. Et si c'est rouge, c'est qu'on est en train de parler tous un peu trop fort. Et un feu tricolore, c'est ça? C'est comme un feu tricolore. Un peu, ouais. En fait, c'est comme une boule blanche et en haut, ça commence à devenir soit vert, orange ou rouge. On va l'expérimenter en 2023. On a réservé cette animation-là, on va dire. Et du coup, le bruit, pour moi, c'est pareil, c'est plein de petites touches qu'on peut apporter pour essayer de maintenir le bruit. On n'aura jamais le silence, c'est sûr, mais pour que ça soit moins une nuisance. Voilà. Ouais. Merci pour ça. Et donc, je suis d'accord que la réservation, c'est un des leviers pour nous aider à lutter contre le gaspillage. Oui. Et d'ailleurs, pour les 3 dernières minutes qui nous restent, pour ne pas terminer en retard, j'aimerais recueillir votre vision sur l'expérimentation nationale là, qui est en cours. Donc, si vous avez, si vous pouviez donner votre avis assez rapidement. Moi, je suis très intéressée. Je pense que les participants aussi. Et vous êtes libre de dire ce que vous voulez dessus. Hein. Si vous voyez des contraintes, n'hésitez pas à le dire non plus. Moi, je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un article spécifique pour les gestionnaires de lycées et collèges pour qu'ils s'engagent dès janvier 2023 pour 6 mois, par exemple, à faire cette expérimentation et donc à s'y mettre. Il y en a déjà qui l'ont fait, mais je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dynamiser et que ça soit sur un nombre plus important d'établissements qui nous permettent d'avoir un retour intéressant. Oui, merci Marc. Alors, je ne sais pas si Elisabeth, Laurence et Delphine veulent rebondir. Oui, alors nous, on va communiquer auprès de nos clients et partenaires, bien sûr, sur l'expérimentation, mais on n'est pas acteur, on n'est pas sur la première ligne. Mais oui, bien sûr, c'est intéressant. Il faut qu'on ait le plus de données possible pour avoir une vision globale et un maillage, une vision au niveau national, puisque les territoires sont différents, les consommateurs et les enfants sont différents aussi. Donc, plus on aura d'établissements, mieux ce sera, effectivement. Après, voilà, il reste, en tout cas, si je prends les établissements que je côtoie et que je connais le mieux, la majorité n'ont pas de solution de réservation et donc ils vont commencer par ça. Donc, s'ils sont intéressés par l'expérimentation, c'est qu'ils vont chercher une solution de réservation d'abord et après participer à l'expérimentation. Oui, ça prend du temps déjà de chercher une solution de réservation, donc ça demande du temps. Et ensuite, c'est tout le travail de peser du gaspillage alimentaire qui prend du temps. Donc ça, il faut aussi le souligner, c'est intégrer ce dispositif expérimental, c'est aussi s'engager à un gros travail. De toute façon, il ne faut pas le négliger non plus, parce que le peser, c'est quand même assez laborieux, même si ça permet comme vous l'avez dit, de sensibiliser les enfants, sensibiliser les convives au gaspillage alimentaire. Mais on a des établissements qui pèsent tous les jours. Il y a une classe où il y a un groupe d'enfants désignés, au même titre qu'ils nettoieraient les tables. Il y a un groupe d'enfants qui vient peser. Alors, on ne fait pas un tri poussé, mais même au global, c'est pas grave, mais ils viennent peser les restes d'assiettes du jour. Et tout le monde participe à ça et tout le monde voit au quotidien. Donc, il y en a qui l'ont instauré dans le fonctionnement et qui le font de manière automatique aujourd'hui. Donc, c'est faisable, quoi. Oui. Moi, je voudrais relire les conditions parce que le faire sur tous les établissements, c'est impossible. C'est compliqué. Parce que souvent, l'évaluation des déchets, on le fait sur 4 écoles pendant 4 jours et on le fait bien avec notre présence parce que nos agents, ils ne sont pas toujours assez rigoureux. Donc, on peut avoir des pesées un petit peu farfelues. Ils ont un peu mélangé les sacs. Voilà. Donc, si on le fait, on veut avoir des chiffres fiables. Et là, souvent, c'est la pesée plateau qu'on fait. Et donc, on ne leur fait pas peser ce qui reste parce que ce qui reste, il faut voir si c'est en fonction du nombre de repas mangés ou commandés. Enfin, il faut vraiment être très logique. Et du coup, il faudrait suivre votre logique qui est proposée dans l'expérimentation. Je trouve ça super intéressant, bien entendu, mais je ne suis pas sûre du tout d'avoir les moyens de le mettre en place. C'est l'une des contraintes. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif est tout à fait
intéressant. Et voilà, tous les établissements, ça on en a conscience, ne peuvent pas avoir les moyens logistiques de mesurer. Mais en tout cas, ceux qui s'y engagent, c'est une très bonne chose. Laurence, je sais pas, je vous laisse le mot de la fin. Je vais pas être sympa. Mais Ouais. c'est vrai qu'en tant que politique, c'est compliqué en ce moment pour les collectivités locales d'aborder le problème du gaspillage et de demander aux collectivités de s'impliquer, alors qu'on a pour le moment comme question principale comment on fait pour continuer à servir du bon, à servir du bio à nos enfants avec les contraintes budgétaires actuelles, avec les augmentations de coûts que personne n'ignore actuellement. Et c'est vrai que malheureusement, je crois que cette initiative se percute avec une crise assez importante et on a d'autres préoccupations, c'est vrai, malheureusement, que de collaborer sur ce système-là. Alors, vous avez raison, vous avez tout à fait raison de souligner le contexte. Alors, pardon, hein, c'est pas simple. Ah non, là, franchement, je vous reviens. Mais là, par contre, là où je pourrais, moi, voilà, apporter une petite réponse, c'est que justement, cette solution de réservation, potentiellement, pourrait permettre de générer des économies, en fait. Ah bah, Donc, nous on l'a mis en aussi- place, mais si vous voulez, Voilà. c'est pas ça que je dis. Bien évidemment qu'on l'a mis en place pour faire justement une économie d'échelle et ça me paraît. Mais maintenant, entre faire cela et communiquer pour aider, c'est vrai que déjà, on se débat, nous, collectivités, avec beaucoup on a déjà suffisamment de contraintes. Ça me paraît effectivement assez contraignant et je rejoins Meudon. C'est vrai que tous les établissements, c'est Ah compliqué. non, voilà. Mais voilà, c'était simplement pour recueillir votre vision sur le dispositif global, hein, sans vous prononcer sur un engagement potentiel. Hein. De toute façon, là, c'est simplement pour Non, préciser le que dispositif ceux qui s'y global, si on inscrivent, a accédé, effectivement, si on ouais. a adhéré, nous, au système de réservation, c'est qu'on avait. Et puis, en plus, ça fait partie aussi du principe d'adhésion, c'est-à-dire que si on dit aux parents, si vous réservez, forcément, ça nous coûtera moins cher et on pourra absorber d'éventuelles hausses, on en est là. Mais là, j'ai envie de vous dire que c'est le dernier rempart contre une éventuelle augmentation. Donc, bien évidemment qu'elle est nécessaire, cette réservation à l'avance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Voilà. Bah, ça sera le mot de la fin parce que là, Jennifer, je pense que tu vas me couper la parole parce qu'il est déjà 16h03 et c'est censé se terminer à 16h pile. Donc, je remercie à tous les participants d'avoir assisté au webinaire. J'espère que ça aura suscité certains intérêts pour intégrer le dispositif expérimental de solution de réservation de repas en restauration collective. Si vous avez des questions, je vous invite en fait à aller sur le site de Ma Cantine où est présenté le guide, où vous pourrez vous inscrire et recueillir toutes les informations nécessaires. Et je ne sais pas si Jen, tu veux compléter, clôturer le webinaire. Je te remercie. Merci Maïwenn, merci à tous les intervenants et à vous, participants, d'être restés jusqu'à la fin. Peut-être pour répondre, parce que c'est une question qui avait bien été posée plusieurs fois, vous aurez tous accès au replay. Donc, si certains ont eu des problèmes de son pendant les interventions, vous pourrez revoir. Donc, rien à faire de votre côté. Vous recevez un mail avec le lien pour y accéder. J'imagine aussi que Gwen, tu enverras le support de présentation et bien toutes vos questions. Donc, si jamais il y en a qui sont passés à la trappe, on essaiera d'y répondre par email. Oui. Et moi, je tiens à remercier aussi encore une fois nos 4 intervenants pour avoir participé. Voilà, tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Je pense que ça a permis d'éclairer tout le monde. Et donc vraiment, tous les 4, je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Merci de nous avoir invités. Merci. Merci. Non, merci, mais même en intervenant, moi justement, c'était très intéressant d'avoir aussi d'autres points de vue. Donc, non, je suis très contente aussi et je remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous. Webinaire. Bel après-midi. Merci, au revoir. Merci. Merci.